suis Franck Lebas, je suis architecte, associé de l'agence Nové et responsable de la conception et du chantier du parc Écosciences qui est maintenant dénommé Explora. C'est effectivement un projet qui est beaucoup plus global qu'un bâtiment. C'est à la fois des espaces publics, un parc et des usages que l'on va retrouver à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur. Donc ce bâtiment, il est très caractéristique. Il a été construit sur deux époques, dans les années 20 et on va dire juste après-guerre. Et il est constitué donc d'une structure en béton et d'une protection qui est faite par des voûtes en béton. C'est des bâtiments assez longs, comme on le voit ici, et qui étaient basés sur les principes structurels les plus économiques de l'époque. Ça correspondrait aux bâtiments industriels que l'on construit en métal ou en bois actuellement. Donc c'est une structure, on voit les portiques verticaux réguliers. Les plus épais sont les éléments qui vont porter ensuite les poutres et la toiture. Et il y a des éléments un petit peu plus fins, un peu moins épais, qu'on peut appeler des meneaux par exemple, qui permettent de tenir des parois qui sont des remplissages en briques. Donc toute la brique, elle est située entre la structure porteuse, mais elle-même n'est pas porteuse, elle ne porte qu'elle-même. Donc c'est ce qui explique la présence de ces éléments un petit peu plus fins, qui sont en fait des raidisseurs et qui permettent à la brique de résister aux poussées et au vent. Donc la brique est très intéressante parce qu'elle est caractéristique et représentative d'une époque, et aussi d'un processus de production qu'on retrouve beaucoup sur les sites industriels. Donc c'est les mêmes briques que l'on retrouve sur la mine et les lieux d'exploitation de la mine. Et c'est vrai que revaloriser et requalifier cette brique permet à la fois de raconter une époque et en même temps de créer un dialogue entre la mine, l'histoire de la mine et puis ce bâtiment. En fait, nous avons simplement respecté la conception d'origine, donc système voûté, avec des poutres qui sont des poutres en béton qu'on appelle à inertie variable, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tout à fait la même hauteur partout. Donc les poutres, elles ressortent de la voûte, on le voit ici, ça crée une espèce de rythme qui est assez lisible, et c'est ce qui permettait voilà, de porter, de minimiser le volume de béton à l'origine. Donc en fait, on n'a absolument rien inventé. On a simplement respecté la conception d'origine, mais en l'adaptant aux contraintes environnementales actuelles, dont les contraintes thermiques. Donc on a emballé, si on peut dire, la structure existante avec une membrane étanche qui permet à la fois d'assurer une bonne étanchéité à l'eau, une bonne étanchéité à l'air et d'intégrer de l'isolant. C'est une conception des années 20 et qui avait été faite par un ingénieur qui s'appelle Freycinet. Conception globale. Alors c'est pas lui qui a réalisé et conçu ce bâtiment, enfin on ne pense pas, mais c'est le principe dit de voûte et de halle Freycinet. Donc ça permettait d'avoir des portées extrêmement importantes avec une consommation minimale de matière. Donc là ce qui est absolument génial et même presque incroyable, c'est qu'on a des portées de plus de 15 mètres. 15-16 mètres, avec des coques en béton, donc qui constituent les voûtes qu'on voit ici, qui font 6 cm d'épais. On le voit tout au fond sous la verrière, on voit l'épaisseur de la voûte, là où il y a des espèces de tuyaux et de fils qui passent là-bas. Très peu de matière. Les voûtes vont exercer des efforts latéraux sur les côtés, et s'il n'y avait pas l'ouvrage constitué par les tirants, les poutres tomberaient, ne tiendraient pas. Donc ces tirants-là, et ces entrées-là, puisque c'est leur nom, permettent de reprendre les efforts que cette voûte coquille d'œuf finalement exerce sur les poutres. Et c'est cet ensemble-là qui permettait d'avoir extrêmement peu de béton et une très grande finesse sur la structure d'origine. C'était les bâtiments industriels de l'époque. Et ici, c'était en fait un garage. C'était le garage de Basseville, qui était un garage dédié aux usages et en lien avec les usages de la mine. Donc là, on garait des camions, des voitures, on les réparait, tout ce qui était lié à la logistique. Donc il fallait des bâtiments économiques et avec peu de points porteurs à l'intérieur. Ces voûtes-là, elles sont fines, mais elles tiennent avec leur finesse parce qu'effectivement, elles reposent sur des poutres en béton et des poteaux, on voit ici, qu'on a laissé volontairement bruts
et ils resteront bruts par rapport aux aménagements intérieurs qu'on fait, qui vont être plus fins, plus sophistiqués. On voulait raconter l'histoire de cette structure, la rendre lisible et compréhensible. Le principe de base, c'est de respecter et de dialoguer avec ce qui préexiste. Donc un bâtiment qui a un peu plus d'un siècle, des techniques et donc une écriture architecturale industrielle. Donc ce qui est très surprenant, c'est que les menuiseries de l'époque étaient en béton. Donc c'est ce qu'on voit ici au fond. Donc vous avez des petits éléments, des menuiseries, des montants, des meneaux ou des trumeaux, bon, c'est leur nom, mais qui sont tout en béton et dans lesquels un simple vitrage était installé avec du mastic. C'est ça qui a assuré l'étanchéité à l'air à l'époque, mais aussi l'apport de lumière. Tout était en béton. Et nous, on trouve que ces ouvrages-là, ils sont quand même incroyables, quoi. On peut faire des menuiseries en béton. Alors, Le Corbusier, bien évidemment, a travaillé. On a ces exemples-là à la Tourette, aussi à la Maison de la Culture, qui est pas loin d'ici, à Firminy, avec ses meneaux béton que l'on retrouve. C'est exactement les mêmes principes. Et on trouvait très intéressant, aussi modeste soit-il, de les valoriser et de les conserver. Donc tout le concept de base, ça a été de produire un bâtiment confortable, qui réponde aux enjeux écologiques et d'usage contemporain, mais tout en laissant lisible la structure d'origine, en créant un dialogue. Et ça, on a imaginé pour ça une boîte dans la boîte, donc une boîte qui est intégralement composée en ossature bois, avec des isolants biosourcés, des menuiseries bois, dans ce cas des doubles vitrages assez performants. C'est un chantier. Voilà, double vitrage assez performant. Donc tout ça là, ça assure l'étanchéité à l'air et le confort thermique. Okay, et entre les deux, on garde un vide avec une épaisseur suffisante et une petite lame d'air, on ne voit pas trop, mais elle fait 5 mm, hein. Elle fait entre 5 mm à 5 cm, on va dire, suivant la déformation du bâtiment, qui permet de laisser respirer les parois extérieures du bâtiment. Ici, il va y avoir entre autres des ateliers, il va y avoir le forum, des endroits où il faut être non surexposé à la lumière, mais avoir juste le bon dosage. Voilà. Et ce principe-là de double pot fonctionne très bien, parce qu'on a des grandes baies vitrées ici, donc qui sont axés sur les proportions des trumeaux principaux, mais qui permettent d'avoir un maximum de lumière sans meneaux intermédiaires. On a volontairement gardé des ensembles menuisés plutôt de grande taille pour maximiser l'apport de lumière. Donc c'est une boîte dans la boîte, un peu comme des poupées russes. Et également l'acoustique, hein, c'est quand même la base. Un bâtiment pas confortable, il n'est pas réussi, quoi. Donc il faut qu'un bâtiment soit confortable et on utilise en fait ces enjeux de recherche de confort pour générer une écriture architecturale. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas de dissociation entre le confort et la forme finale et l'esthétique. C'est une seule et même chose. Ensuite, sur les aspects très très concrets, eh bien, on a déjà un son qui est assez mat. Donc c'est essentiellement un travail qui est fait sur l'absorption acoustique. Donc limiter au maximum les réverbérations en utilisant des matériaux qui vont être des pièges à son. Alors, il y a différentes formes de pièges à son. Il y a ce qu'on voit au plafond, donc en flocage, qui aussi a un rôle d'ailleurs thermique et également pour augmenter la résistance à l'incendie. Donc ça nous permet déjà d'absorber une partie du son et d'éviter des effets de réverbération qu'on a dans les églises par exemple, ou sous des formes voûtées en matériaux durs. On a toujours sur le plafond un deuxième type de matériaux que l'on voit ici, qui sont des matériaux donc biosourcés aussi, composés de fibres de bois compactées. Donc c'est des fibres de bois, alors on voit ça très très souvent dans les parkings. On ne les voit pas justement. Donc là, nous, on a décidé de mettre ces matériaux qui ne sont pas toujours les matériaux les plus nobles finalement, les rendre visibles, y compris dans leur système d'accroche. Donc on voit les vis, on voit tout le côté presque un peu brut, mais avec un enjeu acoustique important. Mais donc là, on voit la boîte dans la boîte, hein, l'ossature béton l'ossature bois, pardon, qui contient l'isolant. Et puis devant cette ossature bois, on va poser des panneaux, donc qui sont des panneaux d'épicéa perforés,
et derrière lesquels seront placés des absorbants acoustiques, avec un petit feutre acoustique et puis un absorbant, qui est une sorte de mousse finalement, qui permettra là aussi de limiter au maximum les réverbérations. Donc on a travaillé avec un acousticien pour calculer très précisément les surfaces absorbantes, les surfaces réfléchissantes et générer un confort acoustique maximum. Donc ça c'est un dispositif non seulement acoustique, mais aussi esthétique pour le coup, parce qu'il génère de grains, de vibrations, mais également intéressant du point de vue de l'usage, puisqu'on a pu imaginer avec les futurs utilisateurs de la rotonde que les trous puissent être utilisés pour plugger soit des objets pour accrocher des outils, soit des petits meubles, soit ce que vous voulez finalement. Donc ça va être à la fois absorbant acoustique, traitement et finition esthétique des parois, mais également support d'usage divers, avec l'idée un petit peu de l'atelier, un esprit makers, voilà, fabrication, Fab Lab, tiers-lieu, et des parois qui se prêteront à toute forme d'adaptation et toute forme d'usage. On joue sur un registre de bois clair comme ça, sur un registre d'acier noir qu'on va laisser brut, nettoyé mais brut, sans laquage, et il va donc y avoir des plaintes en pied et des éléments métalliques à la hauteur d'étage qui permettront d'intégrer tous les fluides, les luminaires, des ventilations, etc., qui vont être guidés et canalisés dans l'acier. Donc on joue sur le double registre acier et bois. L'acier, c'est aussi une référence à l'histoire du bâtiment, à l'histoire du XXe siècle, construction voilà, en acier, et le bois, bah, c'est le matériau, on pense, entre autres, du XXIe siècle. On connaît tous les restaurants scolaires, les cantines, enfin, c'est infernal, on fait tomber une fourchette et c'est l'enfer. Donc là, il y a ce risque-là, ça va être des ateliers, les mêmes vont être là, enfin les adultes aussi, et il va y avoir des outils, etc. Donc le sol, on y a fait vraiment attention, et on a donc proposé de travailler sur un sol qui est en caoutchouc recyclé, coulé sur 8 mm d'épaisseur, et avec une petite finition vernis. Voilà, il y a quelques couches de vernis qui permettent de lui donner un aspect assez lumineux. Donc ce sol-là, il permet, en fait, il n'y a pas voilà, d'absorption des bruits de choc, et puis en même temps, un aspect qualitatif très intéressant parce qu'il diffuse la lumière. Comme c'est un produit qui est poncé, qui est lissé, on a une diffusion très importante de la lumière, et comme les bâtiments sont profonds, on recherchait ça aussi. Donc c'est à la fois acoustique, mais également une question de qualité lumineuse.